Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la révolution libyenne, 10 ans après. Que reste-t-il du mouvement populaire qui a conduit à la chute du dictateur Mouammar Kadhafi? Nous irons dès le début de ce journal à Tripoli afin de sonder l'état d'esprit de la population avec notre envoyé spécial Julie Dangoloff. Un nouveau rapt au Nigeria, plus de 40 personnes ont été enlevées dans le centre-ouest du pays. Le président de la République a lancé une opération de sauvetage 2 mois après un autre enlèvement qui avait déclenché un émoi national. Dans ce journal, il sera question du Rwanda alors que s'est ouvert à Kigali le procès de Paul Rusesabagina, l'opposant rwandais accusé de terrorisme par le pouvoir et qui est présenté comme un héros du génocide de 1994 pour avoir sauvé les Tutsis. Et par ailleurs, un chercheur français a révélé un document compromettant pour Paris dans ce génocide. François Graner a eu accès aux archives de l'Élysée. Nous en parlerons avec lui dans ce journal. Ce 17 février, les Libyens commémorent le 10e anniversaire du soulèvement populaire contre Mouammar Kadhafi, le despote qui régnait d'une main de maître sur le pays pendant plus de 40 ans. Cette libération ne signifie pas liberté. 10 ans après, la Libye est toujours plongée dans un chaos politique, économique et social sans précédent. Et on retrouve notre envoyé spécial Julie Dangoloff en direct de Tripoli. Julie, quel est l'état d'esprit qui règne aujourd'hui à Tripoli en ce 10e anniversaire de la révolution libyenne? L'heure est clairement à la fête au moment où je vous parle. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre derrière moi, le bruit des très nombreux klaxons des automobilistes qui sont coincés sur cette artère qui longe le littoral libyen et qui mène à la place des Martyrs où se sont rassemblées de très nombreuses personnes ce soir. Une personne avec laquelle j'ai pu parler et qui s'est rendue à plusieurs reprises sur cette place des Martyrs me disait qu'il n'avait pas vu autant de monde depuis très longtemps. Parce que ce soir, les Libyens ont besoin de célébrer un peu d'espoir qui réside notamment dans la nomination d'un nouvel exécutif, mais aussi dans des perspectives d'avenir, éventuellement de nouvelles élections. Mais clairement, l'heure est également à la frustration. Depuis plusieurs jours maintenant, nous entretenons avec la population qui nous dit être déçue des 10 dernières années. Un vieil homme me disait, ces 10 ans, ce ne sont que de la poussière et de la saleté qu'il faut balayer très vite. Une jeune femme étudiante en infirmerie, 24 ans, me disait qu'elle n'avait pas pu finir ses études à cause des problèmes sécuritaires et que pour elle, la priorité aujourd'hui, c'était de retrouver la paix. Une femme me disait, d'un certain âge, me disait qu'elle n'en pouvait plus des divisions. Vous savez, le pays est extrêmement divisé, notamment entre l'Est et l'Ouest, où je me trouve, qu'elle souhaitait à présent que la Libye parle d'une seule voix, qu'on ne parle plus d'hommes de Misrata ou encore de Benghazi, mais d'un Libyen tout simplement. Mais un homme tempérait un peu ce bilan très négatif en me disant qu'ils avaient quand même conquis quelque chose de très important pour eux, c'était la liberté, mais ils attendent beaucoup, les Libyens, de changements pour la prochaine ère qui s'ouvre. Mais alors justement, parlons des raisons d'espérer. Un nouveau gouvernement va bientôt être formé. Comment réagit la population face à ces annonces ? Écoutez, c'est vraiment un espoir de changement. Il ne me parle pas spécialement des hommes qui ont été nommés, mais de l'importance que ça a qu'un nouvel exécutif par intérim soit mis en place. Abdelhamid Dbeiba a été nommé par un comité de 74 Libyens lors d'une conférence le 5 février dernier à Genève. Il a du pain sur la planche. On a pu s'entretenir ce soir avec lui lorsqu'il était sur la place des Martyrs. Il a promis l'union des pays et d'œuvrer pour le bien de tous les Libyens. Il a du pain sur la planche, Abdelhamid Dbeiba, tant le pays est divisé, je vous le disais, mais parce qu'il a aussi un agenda très serré qui a été mis en place par les Nations Unies. Il se doit non seulement de former un gouvernement prochainement, mais ensuite que ce gouvernement soit approuvé par le Parlement, ce qui n'avait pas été le cas du précédent gouvernement par intérim. Il faudra ensuite réformer le code constitutionnel pour tenir ces élections et puis mettre en place une nouvelle constitution qui devra elle-même être approuvée par référendum. Pas sûr donc que le calendrier du 24 décembre pour tenir des prochaines élections puisse être tenu. Mais ce soir, les Libyens ont envie d'y croire et ils veulent que leur voix soit enfin entendue. Merci beaucoup Julie Dangoloff en direct de Tripoli pour tous ces renseignements.
Au Nigeria, 42 personnes, dont 27 élèves, ont été enlevées par des hommes armés dans le centre-ouest du pays. Le chef de l'État a annoncé une opération de sauvetage. Cet enlèvement intervient 2 mois après celui de 344 adolescents dans une région voisine. Bilal Tarabé. Une nouvelle fois, c'est une école qui est visée. Ce mercredi, les habitants de Kagara sont rassemblés devant l'établissement scolaire, attaqués plus tôt dans la nuit par un groupe armé. Ces hommes ont enlevé des dizaines d'élèves. Un autre incident est survenu ce mercredi. 27 étudiants, 3 employés et 12 membres des familles ont été kidnappés. Malheureusement, un élève a été tué par balle. Il y a 2 mois, presque jour pour jour, près de 350 adolescents avaient été kidnappés dans une école de Kankara au nord du pays, avant d'être finalement libérés. Les groupes armés responsables de ces enlèvements sont appelés par les Nigérians les bandits. Les enlèvements sont pour eux une manière de gagner de l'argent et ils sont parfois liés aux djihadistes de Boko Haram. Il suffit de se promener pour faire une observation sociologique des inégalités tout à fait malheureusement frappantes, criantes. Et malheureusement, une partie de la population verse dans le banditisme. Il y a un mélange entre les groupes liés au banditisme et les groupes terroristes. Depuis 10 ans, les violences des groupes criminels ont fait plus de 8000 morts au Nigeria et déplacé plus de 200 000 personnes. On passe au Rwanda où s'est ouvert le procès pour terrorisme de Paul Rusesabagina. Ce Rwandais fut dépeint par Hollywood en héros et en sauvé près de 1200 personnes à l'hôtel des 1000 collines en 1994. Mais il est devenu aujourd'hui l'un des plus féroces critiques de Paul Kagame. Sa plateforme d'opposition MRCD est accusée de terrorisme par Kigali. Et les discours des rescapés au Rwanda sont aujourd'hui très critiques sur son rôle de sauveur aux 1000 collines. Reportage de Simon Wolfart. L'hôtel emblématique de Kigali, où en 1994, près de 1200 personnes ont survécu au génocide. Passa était réceptionniste à l'époque. Pour lui, Paul Rusesabagina n'a sauvé personne. Rusesabagina faisait donc des affaires sur le dos des victimes du génocide. Il leur spoliait ce qui leur restait comme argent. Il passait son temps à fêter avec les militaires qui tuaient les Tutsis à l'extérieur et qui venaient faire la fête le soir avec lui à l'hôtel. Pourtant, certains rescapés des 1000 collines hors du Rwanda disent avoir survécu grâce à l'aide du manager de l'hôtel, une version qui n'est plus entendue à Kigali depuis que Paul Rusesabagina s'est engagé dans l'opposition. Pour Alfred Ndahiro, auteur et conseiller de Paul Kagame, il a trahi les survivants du génocide. Les survivants du génocide ont le sentiment qu'il n'est pas un héros. C'est un héros construit à Hollywood. Il les a trahis, il a vendu leur histoire pour gagner de l'argent. Il a fondé des groupes terroristes, il les a financés, et ces groupes terroristes ont en fait attaqué le Rwanda. Accusé de terrorisme par Kigali, Paul Rusesabagina a été arrêté fin août par la police rwandaise dans des conditions troubles alors qu'il arrivait d'un avion en provenance de Dubaï. Il a utilisé sa plateforme de Hôtel Rwanda pour exposer, pour éclairer les violations de droits humains que le gouvernement de Paul Kagame et le FPR aujourd'hui commet contre son peuple. Et donc on l'a enlevé et on l'a apporté de force au Rwanda contre la loi, en violation de lois internationales. Le Parlement européen parle aussi de kidnapping lors d'une motion adoptée le 11 février. Les eurodéputés demandent une enquête internationale sur l'arrestation de Paul Rusesabagina et exigent la tenue d'un procès équitable de l'opposant. Et justement, cette nouvelle information concernant le génocide au Rwanda qui est accablante pour la France. François Garnier est un chercheur, membre de l'association Survie. Il enquête sur le rôle de la France au Rwanda dans le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. À ce titre, il a eu accès aux archives de François Mitterrand jusqu'ici inaccessibles et il a fait des découvertes édifiantes. Pour en savoir plus, on le retrouve. François Graner, que contient ce télégramme confidentiel que vous avez eu en main, daté du 15 juillet 1994, que vous avez découvert?
Alors, ce télégramme montre que le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Alain Juppé, a ordonné de faire partir le gouvernement génocidaire rwandais, de le faire fuir, alors même que le Premier ministre Balladur était pour le faire arrêter, alors même que l'arrestation avait été annoncée à la presse, et alors même que l'ONU lui-même n'avait pas encore tranché sur leur sort. Et le Quai d'Orsay, visiblement, n'assume pas. Et cet ordre est donné dans la plus grande discrétion. C'est bien ce que signale le télégramme diplomatique. Et alors, à la lumière de cette nouvelle pièce, dirons-nous, qu'espérez-vous de la justice française et ou de l'État français? Alors, ce n'est pas juste cette nouvelle pièce, c'est dans un contexte. Hein, ce qu'on a vu dans notre livre, c'est par exemple, on a fait la synthèse de tout ce qui est connu depuis 25 ans et on voit bien que c'est l'ensemble du tableau qui est accablant. Ça, c'est une pièce de plus qui confirme le tableau. Et donc, ce qu'on attend, c'est que l'État français reconnaisse que des décideurs français, à l'époque, ont soutenu les extrémistes Hutus avant, pendant et après le génocide des Tutsis qu'ils ont commis. Et ce soutien, il a été actif. Hein. C'était un soutien qui a eu, où les décideurs français étaient bien informés. Et en plus, ce soutien a eu un effet sur le génocide des Tutsis, même si les Français eux-mêmes n'avaient pas d'intention génocidaire. Et donc, quand on a un soutien comme ça actif, en connaissance de cause et avec un effet sur le crime, ça s'appelle la complicité de génocide. On attend que la justice française donc aille jusqu'au bout des plaintes pour complicité de génocide déposées par les rescapés Tutsis, alors qu'elles ont été bloquées sous un prétexte absolument ridicule, qui était que les juges français prétendent que l'armée française était indépendante et prenait des initiatives sur le terrain indépendamment, sans ordre de Paris. Et donc ça, c'est évidemment ridicule. Et ce télégramme, par exemple, montre bien qu'effectivement, il y avait des ordres écrits, même de Paris. Et alors, que dites-vous de la commission d'historiens mise en place par le président Macron, chargée de contribuer à une meilleure connaissance du génocide des Tutsis? Ils ont d'ailleurs eu accès aux archives. Ça marque peut-être une évolution dans la position française sur le sujet? Oui, alors c'est pas tellement sur le génocide des Tutsis qu'on a besoin de faire progresser la connaissance, parce qu'elle est déjà très très bien établie. Le débat actuel, il est sur le rôle de la France dans ce génocide. Et sur ce sujet, je citerai la réponse du Conseil d'État, qui a dit que sur ce sujet, le débat sur le rôle de la France, le débat est très important et que les archives sont une chose trop sérieuse pour les confier uniquement à une commission choisie par le pouvoir. Et alors vous, comment justement vous avez pu avoir accès à ces archives-là? Est-ce que ça a été, dans quelles conditions est-ce que vous avez pu avoir accès à ces archives? Alors, pour mettre fin aux polémiques, le président Hollande, en 2015, il y avait une grosse pression pour ouvrir les archives. Et il a dit, on va arrêter les polémiques, on va les ouvrir, on va permettre à tous les chercheurs d'y accéder avant fin 2016. Et cette promesse n'a pas été bien tenue. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas eu toutes les archives que je demandais. Il s'agissait des archives de l'Élysée et de François Mitterrand. Et donc j'ai fait des recours, et donc au bout de 5 ans, le Conseil d'État, en juin 2020, a dit que je devais pouvoir avoir accès à ces archives et que c'était vraiment important, que j'étais légitime, et donc c'est pour ça que les Archives nationales m'ont autorisé à consulter ces archives en question. Et alors comment vous expliquez que cette position unanime, ferme de tous les dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui se sont succédés depuis François Mitterrand, sur ce sujet de la complicité éventuelle de la France dans ce génocide, où ils disent que finalement, à l'image d'Alain Juppé, que ce n'est un non-sens, que ce n'est jamais arrivé? C'est pas à l'image d'Alain Juppé, il n'y a que essentiellement deux responsables politiques qui ont pris la défense de la politique française explicitement, c'est Hubert Védrine et Alain Juppé, et c'est les deux qui étaient au cœur de l'action et qui ont beaucoup de choses probablement sur la conscience. Et en particulier ce télégramme diplomatique du ministère des Affaires étrangères, dans une non-arrestation qui a été, dont le but a été souligné par Hubert Védrine, on a des traces écrites de ce qu'a écrit Hubert Védrine. Là, évidemment, ils ont tous les deux quelque chose à se dire. Les autres responsables politiques français sont très, très, très prudents et ils ne disent rien en général. En tout cas, ils évitent de prendre une position très explicite. Merci. Merci beaucoup à vous, François Graner, auteur avec Raphaël Doridan de l'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda aux éditions Agone.
La campagne de vaccination contre le Covid-19 en Afrique du Sud a démarré ce mercredi après un report initial lié au doute sur l'efficacité contre le variant local des vaccins d'AstraZeneca. C'est avec les vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson que le pays a démarré sa campagne. L'Afrique du Sud, vous le savez, traverse une deuxième vague de coronavirus largement causée par ce variant local réputé plus dangereux. Mais les courbes se sont récemment infléchies, les nouveaux cas passant sous la barre des 2000 par jour. Et un dernier mot pour vous annoncer que la Biennale de Venise a décerné le Lion d'or de la danse 2021 à Germaine Acogny, connue comme la mère de la danse contemporaine africaine. La danseuse chorégraphe béninoise installée au Sénégal depuis plusieurs décennies a dansé entre autres avec Maurice Béjart avant de former les plus grands danseurs et chorégraphes du continent africain. Nous lui adressons toutes nos félicitations ainsi qu'à ses élèves à l'école des sables Toubab Dialaho au Sénégal. Je suis sûre qu'ils sont contents. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Cotonou à Dakar en passant par Paris. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.